Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir sur ce plateau de Libre Ensemble en quête de sens pour parler décrochage scolaire aujourd'hui. Oui, d'après des études de l'OCDE, nous serions de très mauvais élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles, peut-être les plus mauvais élèves en Europe par rapport à l'échec scolaire et au décrochage. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons invité sur ce plateau 3 personnes qui vont nous éclairer sur cette problématique. Tout d'abord Thierry Michel, bonjour Thierry Michel. Merci de l'invitation. Vous êtes réalisateur et votre dernier film, un tas de films que l'on connaît vraiment bien, et votre dernier film s'appelle L'école de l'impossible. Vous avez suivi pendant 2 ans un collège à Seraing, le collège Saint-Martin, dont le directeur adjoint n'est autre que Jérôme Chantraine. Bonjour Jérôme. Bonjour. Ici sur ce plateau aussi avec nous. Vous allez nous expliquer comment s'est fait cette rencontre et pourquoi vous avez accepté ce reportage, cette immersion de Thierry Michel pendant près de 2 ans dans votre collège. Et enfin Laura. Bonjour Laura. Bonjour. Laura Snap, vous avez 16 ans, vous êtes étudiante, élève, et vous avez fait appel à une ASBL qui s'appelle l'ASBL Odyssée, je pense, parce que vous estimiez que vous étiez en décrochage ces dernières années. Alors Laura, on va commencer par votre témoignage, par vous. Dites-nous en quoi et à quel moment vous avez senti qu'il y avait un petit souci à l'école ? Justement, au moment où il y a eu le Covid, je me suis remis vraiment en question en rapport avec mon métier, mon travail, etc. Et ça m'a permis vraiment de me recentrer sur moi-même et prendre mes responsabilités et choisir, malheureusement, avoir un décrochage, mais quand même prendre contact avec beaucoup d'établissements, des médecins, des assistantes sociales, etc. pour être entourée et voilà, ne pas être toute seule. Qu'est-ce qu'on appelle décrochage? Quel est votre décrochage à vous, Laura? Parce que Jérôme et Thierry nous le diront plus tard, il y a toute forme de décrochage scolaire, je pense. En quoi est-ce que, pour vous, c'était difficile, l'école? Est-ce qu'il y avait des absences? Vous aviez du mal à vous lever le matin? Comment ça se passait? Exactement. J'ai eu donc très mal déjà à venir à l'école, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, rien qu'à l'idée d'aller dans cette école-là. Et puis, j'ai décidé malheureusement d'arrêter d'y aller parce que c'était vraiment impossible pour moi. Malheureusement, qu'on me dise d'y aller tous les jours, je n'y arrivais pas et j'ai préféré arrêter d'y aller. Et vos parents, que disaient-ils? Si, Laura, tu dois aller à l'école. Allez, hop, on te sort du lit et on te pousse. Est-ce que ça vous aidait, ça, ou pas du tout? Ils étaient contre, d'ailleurs, pour le décrochage scolaire. Mais moi, j'ai vraiment insisté parce que je m'y sentais mal. Et je pense qu'en tant que jeunes, nous ne méritons pas, entre guillemets, de souffrir et d'être obligés d'aller dans une école où on ne s'y sent pas bien. Donc voilà, j'ai quand même écouté ma volonté et ce que je voulais faire plus tard. Alors, c'est l'école, cette école dans laquelle vous étiez que vous n'aimiez pas et depuis le Covid ou c'était déjà avant? C'était déjà avant parce que je suis dans un établissement spécialisé et j'ai jamais vraiment aimé ce genre d'établissement. Donc c'était pendant le Covid que j'ai préféré arrêter d'y aller. Mais sinon, oui, voilà, c'était depuis le départ. Alors, au moment où vous vous dites, je ne vais plus à l'école, c'est le Covid, j'en ai marre, c'est terminé pour moi l'école, il faut que je fasse autre chose, vous appelez l'ASBL Odyssée. Comment vous avez connu cette ASBL d'abord et pourquoi vous avez dit je vais les appeler, on va bien voir comment ça se passe? J'ai pu prendre contact avec eux, comme plusieurs établissements. Et donc, j'ai pu directement avoir la directrice qui est vraiment à l'écoute et qui m'a proposé un rendez-vous directement avec une assistante sociale. Et j'ai pris contact, pris rendez-vous et elle était vraiment à mon soutien, à mon écoute. Et c'est grâce à eux que je suis soutenue aujourd'hui. Ça fait combien de temps que vous travaillez avec eux? En tout cas, vous êtes suivie par l'ASBL? Ça va faire depuis quand même 1 mois ou 2 quand même que je suis suivie avec eux. Et vous travaillez sur le fait que voilà, vous n'aimez pas l'école, mais aussi tout ce qu'il y a autour, les copains, les relations, oui, la famille. Exactement. C'est plutôt mon projet, le fait de trouver un établissement où je me sens bien, où je suis sûre qu'il n'y aura pas d'harcèlement ou quoi que ce soit. Et aussi un métier qui me convient, une formation qui pourra me convenir et qui sera adaptée pour moi. Alors, on va faire connaissance justement avec cette ASBL, l'Odyssée, qui existe depuis une vingtaine d'années sur Bruxelles et qui aide des jeunes comme Laura. Nous sommes allés rencontrer la directrice Catherine Stenzel. Elle nous explique comment elle aborde les jeunes. On va vers le jeune, on va aller lui demander, on va s'adresser à lui en direct,
On va pas attendre que lui formule une demande, on va aller vers lui, on va lui proposer de l'accompagner, de faire un petit bout de vie avec lui, un petit bout de chemin avec lui. On va aller de notre propre initiative vers le jeune. Et le jeune, en fait, il va être très, très surpris par ça. Et donc, c'est ça qui va permettre qu'on va pouvoir faire un accompagnement individuel avec lui, parce qu'il il est vraiment surpris par la demande, en fait. Et donc, on a tout un langage particulier. À partir de là, on s'est dit, c'est très bien de travailler avec le jeune en individuel, mais le décrochage, comme il est multifactoriel, ce n'est pas seulement aller travailler avec un jeune et sa famille. Il faut aussi tenir compte du contexte. Et nous, évidemment, on travaille dans un esprit de systémique, donc on s'est dit qu'il fallait aussi pouvoir travailler avec les groupes classes, puisqu'on sait qu'un jeune, finalement, le sentiment d'appartenance pour un jeune, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, si maintenant il va à l'école, ne fût-ce que parce qu'il se sent bien avec sa bande de copains, c'est déjà une bonne raison d'aller à l'école. Et on travaille principalement avec ces groupes classes, la notion de l'estime de soi, la notion de la confiance en soi, de la confiance en l'autre, le tout dans une bonne communication et dans un esprit d'intelligence collective. Et si on ajoute le dernier élément du travail avec ces jeunes, finalement, il y a les professeurs. Et c'est comme ça qu'on a lancé aussi les formations destinées aux professeurs. Et en fait, on va permettre aux professeurs de se dire que peut-être, là où ils ont été tellement formés à partager du savoir, on va les amener à partager de l'être aussi. En fait, on parle de tout ce qui est en train de se passer maintenant, mais on ne parle pas assez de l'après-Covid, pour autant qu'il y ait un après-Covid, parce qu'on pourrait même craindre que beaucoup de pandémies se suivent les unes derrière les autres. Mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir de grands dégâts au niveau de la santé mentale et qu'on a intérêt à commencer à accompagner ces jeunes au plus vite dès maintenant. Enfin, il faut les prendre au sérieux. Catherine Stenzel le dit, Jérôme Chantrenne, il faut prendre ces jeunes au sérieux. Vous n'avez pas attendu ce Covid et cette crise et cette nouvelle discipline que vous avez dû mettre en place, donner des cours à distance. Pour vous, prendre les jeunes au sérieux dans votre collège, ça fait des années que vous les dorlotez, que vous les aidez à trouver un sens à leur vie. Ces jeunes ont entre 12 et 25 ans, comme le disait Catherine Stenzel aussi. Comment est-ce qu'on peut parler de décrochage? Est-ce qu'il est multifactoriel, comme le disait Catherine? Quelle forme prend-il, ce décrochage? Est-ce qu'il évolue avec les années? Tout dépend de la façon dont on entend le terme décrochage scolaire. Si on entend purement l'absentéisme scolaire, alors là, oui, on peut parler de décrochage. Mais moi, je remarque de façon très régulière qu'un jeune peut très bien décrocher en étant présent aussi. Et il y a un réel travail à faire en présentiel parce qu'il décroche pour diverses raisons. Et ça, les raisons sont multifactorielles. Il est là, mais il n'écoute pas, en fait. Voilà, il est complètement absent. Il ne trouve plus de sens à l'apprentissage, mais par contre, il faut un papier d'allocation, donc on va se présenter à l'école, on pointe simplement, et on ne trouve plus de sens à cet apprentissage, ni à une orientation scolaire. Donc, pour nous, le travail de décrochage scolaire, effectivement, est à faire réellement au cas par cas, en fonction de chaque situation de jeune. Et quand j'entends Madame la directrice parler de chemin, d'odyssée, de mer, si vous voulez. Moi, j'adore le jeu de mots. Mais je trouve que c'est vraiment, ça faire un bout de chemin avec le jeune, mais par rapport à toute la systémie, comme elle le dit si bien, qui l'entoure. Donc, on passe par les parents, bien entendu, mais on passe également dans tout ce qui est relationnel. Son âge, évidemment, parce que tout, selon Piaget, le développement de l'enfant est à prendre très, très au sérieux par rapport, justement, à la construction de soi-même, à l'estime de soi. Et quand un jeune ne vient pas à l'école, parfois, il y a des raisons qui sont très valables et très constructives. J'ai connu des jeunes qui avaient un énorme complexe physique et qui, plutôt que d'aller à l'école, décrochaient en salle de sport. Et pour moi, ça, c'est une réelle priorité, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils décrochent. Où trouvent-ils de l'intérêt? Et si intérêt il y a ou non. Car s'il n'y a pas d'intérêt, ça veut dire qu'il y a un mal-être profond et réel. Et ça... Des structures comme Odyssée sont vraiment des partenaires très, très précieux. Vous faites appel à ce genre de structure? Bien entendu. Donc, on a ce qu'on appelle d'abord dans les établissements scolaires une obligation qui est d'organiser un SAS interne, un service d'accrochage scolaire interne. Et donc, là, on a évidemment une équipe pluridisciplinaire. Elle est composée d'éducateurs, d'accompagnateurs scolaires, de professeurs. Bref, c'est vraiment d'agents du PMS également qui sont également très, très précieux. Et donc, on commence d'abord à travailler sur l'interne. On
convoque les parents, on rencontre le jeune, on lui consacre un temps extrêmement précieux, ce qui le valorise déjà. Je te porte de l'intérêt, je te regarde, tu existes, donc tu n'es plus seul. Et puis alors, à un moment donné, si on estime qu'il faut passer la main, passer le relais à des services un petit peu plus spécifiques, un petit peu plus aiguisés, je vais dire, dans la formation, tels que des psychologues, alors là, on fait appel à un SAS externe. Le SAS externe, c'est un espace d'accueil, hein, comme Laura le connaît, où on consacre d'abord et avant tout un apprentissage. Hein. On ne sort pas l'élève de l'enseignement pur, mais avec des espaces plus ludiques, plus récréatifs, une autre façon d'enseigner. Et on peut se le permettre dans des structures comme ça, de par le fait que les jeunes sont moins nombreux. Hein. On n'a plus des classes de 15, 20 élèves, mais ce sont des classes un peu moins peuplées, je vais dire 5 à 8 élèves par classe, avec des activités plus scolaires le matin, par exemple, et les après-midi beaucoup plus récréatives, construction, revalorisation, relationnelle. Bref, ces personnes font un travail remarquable et sans elles, on ne saurait pas réouvrir la porte aux jeunes pour qu'ils reviennent chez nous une fois qu'ils sont un petit peu réparés. Mais c'est parce que vous l'avez décidé, Jérôme Chantraine, dans votre collège, de mettre tous ces plans-là en action. Mais ce n'est pas la majorité. J'imagine qu'il y a un tas d'établissements qui ne le font pas. Ça demande du temps, ça demande sans doute des moyens aussi financiers. Et comment vous avez décidé de faire tout cela? Et pourquoi est-ce que les autres ne le font pas? Vous parliez de moyens, certes, il y a des réalités qu'il ne faut pas exclure non plus. Dans des établissements comme le nôtre, nous sommes dans l'encadrement différencié, anciennement appelé discrimination positive, voyez-vous, et nous sommes de type 2 et 3. Cela signifie quand même que nous avons davantage de moyens en termes de RNTPP, voire même de subventions, pour pouvoir mettre en place ces structures. Car ces jeunes sont quand même issus de milieux très paupérisés, pour certains, très favorisés pour d'autres. Hein. Il y a vraiment, c'est multiculturel même au point de vue de revenus socio-économiques. Mais ces jeunes ont besoin, et nous avons besoin de certains moyens. Ensuite, ce n'est jamais qu'un calcul et une politique des écoles. On consacre les forces que l'on a, dont on dispose, en vue de pallier aux besoins qu'on a identifiés comme étant prioritaires. Donc voilà, les écoles de devoir sont une de nos priorités, mais l'accompagnement de chaque jeune, vraiment, et de le connaître, sont une de nos priorité également, parce que qui dit bien-être dit confort, qui dit confort d'apprentissage. Apprendre est notre première mission, donc il faut vraiment qu'il soit dans les bonnes conditions pour pouvoir le faire. Laura, est-ce que vous avez eu, vous, des directeurs comme Jérôme ou des professeurs qui ont vu que vous étiez en train de décrocher, ou est-ce que vous avez dû tout faire toute seule? Oui, effectivement, mon éducateur, surtout, voyait que je ne venais pas. On m'appelait aussi pour savoir pourquoi je ne venais pas. Et j'expliquais aussi que j'avais énormément de stress, que je ne me sentais pas bien quand je venais. Enfin voilà, même quand je me présentais en classe, ça n'allait pas. Et donc j'ai pu expliquer aussi ma situation, mais ils n'étaient pas vraiment à l'écoute de ce qui se passait en fait. Et eux vous ont donné alors le contact avec l'ASB l'Odyssée peut-être? Non, c'est moi-même qui a fait toutes les démarches, qui a téléphoné à un psychologue, qui a téléphoné à une assistante sociale, etc. C'est déjà une bonne volonté de vouloir raccrocher ça, Laura. Oui, c'est ça, oui. Le collège Saint-Martin de Seraing, dont est directeur adjoint Jérôme Chantraine, vous l'avez suivi, vous vous êtes immergé là-dedans pendant 2 ans, Thierry Michel. Comment avez-vous connu ce collège formidable, hein, parce que quand on voit votre film, qui est très très émouvant, on comprend qu'il se passe là quelque chose quand même de très particulier. Comment est-ce que vous avez eu vent de ce collège et êtes entré en contact avec Jérôme? Je dirais que comme toujours, c'est le hasard et la nécessité. Le hasard fait que je vais filmer la destruction du haut fourneau qui domine la cour de l'école, parce que je prépare un film sur la mémoire de la sidérurgie. Et donc, à ce moment-là, on fait connaissance. La nécessité, on va dire peut-être, j'avais fait un film sur des élèves, des enfants de l'enseignement primaire. Les enfants, enfants du hasard, qui est le film précédent. Et je voulais un peu voir aussi dans des milieux de banlieue, parce que les enfants du hasard, c'était dans la banlieue nord de Liège, en milieu, on va dire, une cité minière. Et je m'intéressais beaucoup à la sidérurgie et à la ville de Seraing. Et donc là, j'avais l'opportunité à ce moment-là de faire un film sur des adolescents de milieu, on va dire, on ne pourrait plus dire industriel, mais post-industriel, puisqu'il y a une déliquescence économique du tissu, puisqu'il y a la fermeture de la sidérurgie à Seraing. Et puis,
Et puis le hasard fait qu'on a accroché, que le premier dialogue a été tout de suite productif et j'ai senti qu'il y avait une ouverture. D'abord qu'il y avait une situation particulièrement intéressante de ces jeunes, dont certains sont vraiment des jeunes voilà, qui ont un sentiment de discrimination, d'exclusion sociale, et d'une école qui est là pour essayer de panser les plaies d'une société. Et puis il m'interrogeait sur ces adolescents, dans tout ce qu'ils ont à la fois de, je veux dire, leur révolte, leur amertume, leur impuissance parfois, mais aussi pour beaucoup un désir de se construire, de trouver son identité. Quand j'entends Laura, elle veut se construire. Je veux dire, je ne me pose pas la question. Elle sait où elle veut aller. Elle a des difficultés avec l'école, mais on sent bien qu'elle veut se tracer un destin. Elle a été elle-même trouver une SBL, etc. Et puis décider de ne plus aller à l'école, c'est aussi un choix à un moment donné. Donc voilà, il faut aller chercher, c'est ce que j'ai essayé dans le film, comprendre la part de lumière, on va dire, et d'ombre qu'il y avait chez chacun de ces jeunes. Et comment ils allaient, chacun individuellement, pouvoir, à partir de l'école, avec ou sans l'école, mais là, l'école a un rôle fondamental, se construire un vrai destin et trouver leur personnalité, leur indépendance, leur libre pensée, sortir de tous les stéréotypes, sortir de tous les conditionnements, sortir du fatalisme social. Beaucoup d'émotions dans leur témoignage. Je vous propose de découvrir la bande-annonce en quelques images, cette école de l'impossible. J'ai le plaisir déjà d'accueillir des nouveaux collègues. Et ils ne savent pas dans quoi ils mettent les pieds, mais ils vont bientôt le découvrir. C'est la vie et mon parcours qui ont fait que j'ai dû laisser de côté mes études, mais j'ai pas envie de lâcher. Moi, je vais pas passer par 3 chemins. 4, c'est l'expression. 4, voilà. Je veux dire, j'ai triché. Au mois de janvier, je me suis fait virer. J'étais Sainte-Marie. Viré aussi au mois de janvier. Puis je suis venu ici. Mais si, je suivais, j'ai levé les yeux, j'ai oublié. Dis-lui quoi Mais vous trois, là, je commence à plus vous blairer, vous commencez à me gonfler, vraiment. C'est une véritable catastrophe. Il est complètement à côté de ses pompes. J'ai déjà eu des problèmes de comportement et ils se sont dit, on va le mettre 2 semaines à l'essai. Et pour le mois, c'est bien parti, quoi. La vie familiale, elle représente... On a tous vécu des difficultés dans notre vie et que voilà, ça peut être notre force. Mais ma mère, quand elle me voit, c'est une fois par mois et encore, on voit bien qu'elle veut pas me voir, c'est parce que je suis là. Pourquoi est-ce que tous ensemble, vous entretenez une image négative alors qu'individuellement, vous pouvez être terrible? T'es capable, tu peux y aller, tu peux y arriver, tu peux même aller à l'université. Je me vois avec mes enfants, ma femme, chauffeur de camion, depuis un pays. Et essayer de changer les choses. Peut-être avocate, j'aimerais vraiment bien devenir avocate. J'aimerais un jour pouvoir entendre à la télé un scientifique belge a réussi à trouver le traitement. Et ce serait moi. Et finalement, on n'est pas si mal non plus avec ces gosses-là qu'on aide, si on apprend à les décoder et à essayer de lire entre leurs mots et parfois leur violence. J'ai compris l'importance de l'école. C'est une sortie de secours. L'école de l'impossible, Pierre Michel, avec le IM presque entre parenthèses. Absolument, c'est l'école du possible. Du possible. Absolument. Alors, je vous sens ému. Vous revoyez ces images pour la Xème fois et vous avez encore la lame à l'œil. Alors, je dois vous dire que je suis très fort aussi. J'ai vu ce film plus d'une fois. À chaque fois, il y a des passages de témoignages des jeunes qui sont hallucinants d'émotion. Vraiment, c'est super touchant. Et vous, comment avez-vous abordé ce rapport avec eux? Est-ce qu'ils se sont donnés entièrement directement? Est-ce que vous avez dû les apprivoiser un petit peu? Non. Et si on est tant dans l'émotion, c'est à cause de quoi, pensez-vous? Que justement, ils nous offrent tellement de possibles et qu'il suffit d'un mot, d'un geste pour qu'ils explosent de possibilités? Il y a de telles tragédies derrière. En fait, je dirais, le film n'exprime encore que la partie émergée de l'iceberg. Évidemment, Jérôme connaît, je connais la situation de chacun de ces jeunes.
ce qu'ils en disent, ce qu'on en a gardé dans le film était très, très discret par rapport aux réalités. Les réalités sociales sont effroyables. Oui. Je veux dire, il faut se plonger dedans pour s'en rendre compte. Et souvent une réalité, une déliquescence du milieu familial qui est terrible, et l'absence ou la disparition du père. Mmh. Donc voilà, donc l'école là est confrontée à être comme ça. Il doit penser des plaies, oui, c'est ça. Oui, et il faut faire attention parce que dans ces écoles qui sont les écoles les plus difficiles, quelque part, il faut qu'il y ait les meilleurs pédagogues. Hein, c'est pas quand on a une maladie grave, on ne va pas voir le médecin, l'urgentiste stagiaire. Voilà, donc voilà. Pour ne pas laisser passer l'urgence. Absolument. Donc toute l'importance est d'arriver à constituer, comme Jérôme, et pas seulement Jérôme, l'école, le directeur et toute l'équipe, une équipe d'éducateurs et de professeurs qui sont là pour veiller à ce que chaque élève soit une individualité, soit comme une pierre précieuse qu'il faut polir, en sachant que chez chaque être humain, il y a cette flamme possible, on le sent dans cette bande-annonce. Il y a une attente, il y a un désir de vie incommensurable, et malgré la détresse, il y a cette force possible, et c'est ça qu'il faut aller chercher. Ils sont remplis de courage, hein, Jérôme Chantraine. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, ben voilà, ils ne vont pas à l'école, ce sont des pourris, ce sont des fainéants, ils ne veulent rien. En fait, il y a une force derrière chaque histoire, une force de vie. Ils envoient beaucoup, hein, vos élèves là au Collège Saint-Martin. Qu'est-ce que vous leur faites passer comme message et comment ont-ils reçu ce film, une fois terminé? Ce qu'on leur fait passer comme message... Je suis très interpellé quand je vois Thierry comme ça, donc ça me bouleverse un peu parce qu'en réalité, il sait ce qu'il y a derrière l'image et comme il le dit, hein, ce film est très très pudique. Donc il respecte le jeune dans son intégrité, mais si on lit derrière l'image, on peut le ressortir au travers des images, la dureté d'une réalité qu'il traverse. Ces jeunes, ils traversent ce que vous et moi n'avons probablement jamais connu, ce qu'on nous a peine deviné et ce que malheureusement nous lisons dans les journaux. Donc de près ou de loin, soit directement ou indirectement pour un voisin, ils traversent l'horreur. Ils sont abîmés, ils sont cassés. Et ils arrivent dans notre école, comme dans d'autres écoles, avec cette charge d'injustice qui pourtant, ils n'ont pas demandé à l'avoir. Ils sont simplement nés là, dans un environnement qui est hostile et c'est comme ça. Ils ont traversé des pays entiers pendant des années avant d'atterrir dans notre école. Ils ont été très abîmés par toute l'horreur que vous pouvez connaître dans l'actualité. Et finalement, ils sont quand même là, présents. Résilients. Ils demandent dans le non-dit, si on est là à l'école, c'est qu'on veut quelque chose quand même. Et alors, quand on comprend ça, quand on décode, parce que, je le dis, ils sont parfois violents dans ce qu'ils disent, mais c'est de la provocation parfois, ou c'est simplement un manque de communication ou de code. Quand on dépasse tout ça, et qu'on leur apporte le fait de ne jamais leur dire que c'est impossible, alors ils l'ont fait, eh bien c'est ça le message. Si on ne leur dit pas que c'est impossible, ils vont peut-être le tenter et ils y arrivent. Alors qu'ils viennent de très loin, extrêmement loin. Et on n'est jamais qu'un petit, comme elle le dit aussi, j'aime bien la directrice de l'Odyssée, quand elle dit, c'est le chemin. Hein. Donc finalement, peu importe la destination, il y a un petit voyage qu'ils font avec nous. Vous faites partie de ce chemin. Voilà. Et ils ont la chance de tomber sur vous et votre personnel éducatif. Oh oui. Ou pas. Et croyez-moi, il y a ceux qui sont dans l'ombre aussi. Hein. Bon, nous, on est sur le terrain, on fonce dedans, on les accompagne et tout ça. Mais si on n'a pas la pleine confiance de notre directeur, de notre PA, de l'enseignement en général... Hein, si on ne fait pas tout ça, qu'est-ce qu'il advient de ces jeunes-là, vous pensez, Jérôme, Thierry? Ils seront en perdition et parfois, ils se retrouveront, comme j'en connais beaucoup, dans des lieux qui ne sont plus bons. La délinquance. Ils disparaissent parfois aussi, ils décèdent. Parfois, ils sont emprisonnés pour des durées. Oui. Et parfois, ils font beaucoup de mal à d'autres personnes parce qu'on n'a pas su les sauver et par conséquent, on leur a pas appris que le bien fait plus que le mal le rapporte. Et tout ça, voilà. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop il faut se préserver de l'empathie. C'est extrêmement difficile. On ne rentre pas chez soi épargné. Hein. Bon, j'essaye d'épargner mon épouse quand même parce que je ne lui parle pas de tout ce que je vois et de tout ce que je vis. Autrement, ce serait impossible. Mais ce n'est pas notre sujet premier. Mais l'empathie est quelque chose qu'il faut apprendre à dompter, à vivre avec. Et enseigner, un enseignant est avant tout un éducateur dans notre école. Et ils sont remarquables de ce qu'ils font. Moi, j'en connais,
s'ils le pouvaient, si la loi l'autorisait, ils adopteraient. Il faudrait, oui, évidemment. Et il faudrait revaloriser ces professeurs-là, évidemment. Évidemment, mais ils le savent, savez-vous. Ils font beaucoup, parce qu'il est de notre devoir de société de faire société avec ces jeunes-là et de ne pas les laisser sur le bord de la route. Or, beaucoup d'établissements et d'écoles le font. Laura, ça vous parle, ces parcours de vie un peu cabossés, un peu fracturés. Vous aussi, dans votre vie, ce décrochage-là est le symptôme finalement peut-être d'autre chose. Avec vos copains, vous en parlez parfois. Vous vous dites, mais, ça va aller, je vais me raccrocher à des personnes comme Jérôme et ses profs. C'est vrai que moi, je suis très solitaire, j'aime bien m'entourer. Je suis plus du côté de ma famille, des copines ou des amis. Je ne suis pas trop dans ce genre de là. Mais sinon, voilà, je n'ai pas vraiment de mots. C'est très touchant ce que j'ai vu. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'en fait, on n'est pas tout seul. Et il n'y a rien de plus beau que ce genre de message à passer. C'est pour ça aussi que vous avez accepté mon invitation à cette émission. Vous vous êtes dit, j'ai envie de témoigner, j'ai envie de montrer que, on est plein dans le même cas, d'autant avec cette période Covid, évidemment. Comment les jeunes ont reçu ce film? Parce qu'en fait, Thierry Michel, vous l'avez tourné, vous êtes immergé pendant 2 ans avant Covid. On le voit, tout ça. Oui. Donc aujourd'hui... Ils l'ont vu. Hein. Ils l'ont vu, ils sont valorisés, j'imagine. Ils ont bien pris le film. Oui, je dirais, il y en a qui ont dû assumer, mais qui maintenant assument super bien. Donc, c'est pas évident, hein, puisqu'ils se sont livrés et puis ils se découvrent. Je me souviens quand il y a eu la première projection publique avec les élèves et les professeurs, ils sont tous venus sur la scène, applaudis par tout le monde à la fin du film, et puis chacun devait prendre la parole. Et certains ont tout de suite... on a senti qu'il y avait une reconnaissance, une valorisation forte. Il y en a qui ont le plus difficile, je pense... Jamila, entre autres, c'est vrai que c'est pas évident. Elle affirme, j'ai un corps de femme, mais je suis un garçon. Voilà, donc, et en même temps, elle revendique sa religion musulmane et sa spiritualité. Donc, tout d'un coup, voilà. Mais bon, il a fallu un déclic. Et il y a eu le déclic lors de cette séance. Et à la sortie du film, elle a commencé à parler aux journalistes, à se livrer dans des interviews de manière très prolixe. Non, ils ont dû faire un chemin, bien sûr. C'est le cas, je pense, dans tous les films qu'on fait. Les gens qu'on filme, à un moment donné, deviennent des acteurs de leur propre destin. Et il vous faudrait partout, il faudrait que vous fassiez des films un peu dans toutes les écoles et les collèges et les athénées. Moi, je fais dans différents lieux, ça va des prisons, Ce sont des bonnes hôpitaux. thérapies, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que les gens deviennent acteurs d'eux-mêmes. Et quelqu'un qu'on va filmer pendant un temps comme ça, à la fin du film, est déjà un autre. C'est avec les prisonniers, c'est extraordinaire. Et à la sortie du film, sont encore des autres. Il nous reste une petite minute, Jérôme Chantraine. Un mot pour terminer avec cette crise Covid qui va ne faire qu'ajouter dans la fracture numérique et sociale, évidemment, et peut-être repenser l'école. Vous avez quand même confiance, hein, je vous ai lu, je vous cite, « Si on arrive à conjuguer l'expérience qu'on a acquise dans le distanciel au travers de la technologie avec le présentiel et l'art de l'enseignement, on va arriver à de belles choses. » Waouh, vous avez été rechercher ça? Oui. Oui, c'est bien. Vous donnez une note d'espoir, finalement, parce qu'on est là à tout se dire, on décroche, mais justement, le but, c'est quand même de raccrocher, hein, Laura. La note d'espoir à avoir, c'est qu'à un moment donné, ça va de toute façon s'arrêter et qu'on ne peut en tirer qu'une expérience positive. Et quand j'ai vu des professeurs et des enseignants se réinventer leur métier, réinventer la relation avec l'élève, même quand on ne le touche pas, qu'il est loin, qu'il est par téléphone ou par derrière un écran, on a dépassé du relationnel que nous n'avions pas avant. On est allé au-delà. Ce sera que du positif. Et de toute façon, un immense respect pour tous ces enseignants, ces éducateurs, toutes ces directions qui traversent et qui ont mal pour le jeune et qui veulent continuer à faire leur mission. Il ne faut pas nous empêcher de travailler. Non. Travailler. Laura, courage. C'est évidemment, merci à ce Covid qui vous a donné peut-être l'impulsion d'aller téléphoner à gauche, à droite, notamment à l'Odyssée. Thierry Michel, votre film, il va sortir quand on pourra. Dès qu'on peut. Dès qu'on peut, voilà, ça sera sans doute en septembre. Au cinéma, sur les écrans. Entre-temps, on peut le voir sur une plateforme, malheureusement. Il faudra réserver, encore attendre un petit peu. Et puis, je vous rappelle les 2 livres, vite, que Catherine Stenzel nous conseille peut-être pour éviter le décrochage. Et voilà, pour beaucoup, une petite lecture. Merci d'avoir été là. Thierry Michel, Jérôme Chantraine, Laura Snap, merci à tous les 3. On se retrouve très bientôt pour une autre émission, une autre thématique de la laïcité. Et voilà, bonne journée à tous. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Merci à vous. Merci.